Il y a un texte qui a fait beaucoup jaser cette fin de semaine. Ça a été publié hier dans les pages du Journal de Montréal, TVA. Ça s'intitulait Baisse de l'immigration. Faut-il stimuler la natalité pour protéger le français? Moi, je poserais la question différemment. Est-ce qu'on peut parler tout court de natalité au Québec? En tout cas, on va essayer de le faire avec Sophie Mathieu, qui est professeure et experte en politique familiale. Bonjour, Madame Mathieu. Bonjour. C'est un sujet tabou, ça, la natalité au Québec. Oui, c'est un sujet tabou parce que dès qu'on parle de naissance et de fécondité, on vient jouer dans les questions féministes qui touchent le droit aux femmes de décider librement si elles veulent ou non avoir des enfants. Donc, c'est toujours un peu délicat. Mais bon, le taux de fécondité est de 1,33 enfants par femme au Québec. Là, on sent, quand on regarde les graphiques sur 50 ans, 60 ans, on remarque que ça a déjà été bas dans les années 80, mais là, la chute qu'on observe depuis quelques années, c'est vraiment une chute qui est abrupte. C'est pourtant un non-sujet, c'est une question politique. Vous venez nous parler là, de féminisme. Quel est le chantage? Bon, peut-être que le mot, vous ne serez peut-être pas à l'aise avec ça, mais quelle est la forme de ce chantage-là que ça prend quand il est question de féminisme, de natalité? C'est-à-dire, on ne peut pas du tout en parler, là. Ben, en fait, je pense pas qu'on puisse pas en parler. Je serais pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut s'interroger à savoir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. On peut aider les couples, les femmes à avoir des enfants qu'ils ou qu'elles veulent avoir. Ce qu'on peut pas faire, c'est tenter d'inciter par des politiques natalistes ou Oui. en allant réprimer les droits des femmes, par exemple. On pourrait pas dire, ben, on limite l'accès à l'avortement ou à la contraception pour avoir plus d'enfants. Alors là, je pense qu'on peut absolument pas aller là. Par contre, on peut se poser des questions à juste titre. Premièrement, c'est quoi les conséquences du fait qu'on ait moins d'enfants? Est-ce que c'est un problème au Québec? Moi, j'ai tendance à penser que c'est un problème assez important. On n'en entend pas parler, mais c'est là quand même. On peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider les femmes et les couples à avoir des enfants pour ceux qui en veulent? OK? Parce que ce que la recherche nous montre, c'est qu'il y a un écart là, entre ce que les gens veulent et ce que les gens font. Autrement dit, si on réussissait à réduire un petit peu l'écart entre la fécondité réalisée et la fécondité souhaitée, ben on aurait des pistes de solutions. Mais ça ne veut pas dire aller jouer dans les droits Non, des exactement. femmes. Ça, il ne faut pas toucher à ça, absolument pas. Ça, il n'y a pas d'ouverture là-dessus. Puis il n'y a Je pas de suis discours au moi-même. Québec, il y a pas personne au Québec qui émet ce discours-là, là, vraiment dans l'espace public et de façon influente. De façon influente. Ben, disons que c'est assez inquiétant là, dans les dernières semaines, les derniers mois. On entend le retour à certaines valeurs bon, conservatrices avec les femmes plus traditionnelles. Je pense que c'est peut-être un autre débat. Le droit à l'avortement, je pense pas que ce soit ouvertement remis en question. Non, je pense pas qu'il y ait de la place au Québec pour ce genre de discours-là. Il faut dire que les femmes au Québec, elles sont dans les cégeps, elles sont dans les universités, elles sont bac, à la maîtrise, au doctorat, elles sont dans toutes les disciplines et elles sont pas là pour se trouver un conjoint, là. Elles sont là parce qu'elles veulent un emploi, elles veulent être autonomes financièrement. Et donc, en incitant les femmes à avoir des enfants, c'est pas là qu'est la solution. OK, ben, Plutôt en les soutenant. mais vous avez parlé c'est très intéressant sur la formule fécondité souhaitée, parce que selon la recherche, il y a un taux de fécondité qu'on observe, je le répète, c'est 1,33, c'est en chute libre au Québec. Au Québec, Oui, d'ailleurs, qui se range parmi les plus performants au Canada. Là, il y a des provinces où on est tout à fait. presque sous la barre du 1, mais il y a une On fécondité. est à un, oui. Exactement. Il y a une fécondité souhaitée aussi. Ça veut dire que la recherche prouve qu'il y a des femmes qui en voudraient plus. Elles en voudraient combien? Exact. Alors là, ça, c'est un peu compliqué parce que les données pour le Québec datent. OK? Euh, les données pour le Québec datent. Il y a eu des collectes de données aussi en Europe qui ont été faites. Euh, et partout, on voit cet écart-là. Est-ce que les femmes, en moyenne, en veulent deux ou trois? Là, non, je pense pas. Hmm. Mais on s'approche davantage du chiffre magique, qui est le 2,1. 2,1, autrement dit, c'est le taux de remplacement de la population. Donc, il faut que les femmes aient en moyenne 2,1 enfants pour que la pyramide de la population ne s'effondre pas, la pyramide démographique. Donc,
On n'a pas, on a des données qui nous montrent, Statistique Canada a démontré, mais c'est pour le Canada, qu'il y a eu une légère baisse dans les intentions de fécondité. Puis on n'avait pas de données très, très bonnes là-dedans, mais avec la pandémie, on a vu qu'il y a eu un petit peu un recul. Et là, on peut se poser la question aussi, et quand on regarde pourquoi les femmes n'ont pas les enfants qu'elles disent vouloir avoir et pourquoi il y a ce recul aussi récemment des intentions de fécondité, bien, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est encore, est-ce qu'on offre toutes les conditions pour que les familles puissent avoir les enfants qu'elles veulent? Et ce que les femmes veulent au Québec, ben je crois qu'elles veulent de la conciliation emploi-famille. Donc, elles veulent être capables d'aller travailler en ayant une place en service de garde de qualité, pas un endroit là où on laisse l'enfant, puis c'est seulement de la garde. Elles veulent des services de garde éducatifs, elles veulent avoir des horaires flexibles, elles veulent pouvoir s'épanouir sur le marché du travail et elles veulent tout combiner. Et les hommes aussi, hein, parce qu'on parle des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. Ils ont un petit rôle à jouer là-dedans, les hommes, aux dernières Oui, nouvelles. tout à fait, surtout au Québec, là, ils sont très impliqués, les hommes. Donc, il faut en parler aussi. Et on s'intéresse peu, d'ailleurs, aux intentions de fécondité des hommes. Peut-être qu'il se passe quelque chose aussi à ce niveau-là. Peut-être que les hommes en veulent un peu moins parce qu'ils sont justement... aussi, ils changent des couches là, maintenant. Donc, il y a plusieurs dynamiques, disons, qui viennent intervenir là, dans le choix des couples d'avoir ou non des enfants. Ben, là, vous avez nommé plusieurs enjeux. Vous avez dit, bon, il y a la conciliation travail-famille, il y a, bon, quelles sont les idées qu'on pourrait mettre en place concrètement? Puis là, je le répète, là, ni vous ni moi n'est en train de dire, ah, on va limiter le droit à l'avortement, on va forcer les femmes à avoir des enfants. Non, dans les années 80, il y a eu un creux semblable et le gouvernement a réagi, a pris cette question-là et l'a transformée en une question politique. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des leçons à tirer de 1988. Ce que vous évoquez, c'est la politique nataliste de 1988. Ouais. Donc, pour simplifier, là, ce qu'on a décidé de faire en 1988, à la fin des années 80, c'est qu'on a décidé d'offrir des chèques qui correspondaient à chaque naissance. Donc, les 2 premiers enfants, c'était pas les enfants qu'on veut nécessairement voir naître. On les aime beaucoup, là, mais c'est pas ces enfants-là qui vont faire augmenter la fécondité. Donc, on donnait un petit chèque de 500 $ à l'époque pour le premier enfant, pour le deuxième enfant. Et le troisième enfant valait 3000 $ et les suivants. Maintenant, en 1992, on a bonifié cette politique-là parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais pas assez, puis la fécondité commençait à ralentir. Donc, en 1992, on a augmenté le chèque à 8 000 $ pour le troisième enfant. Donc, en dollars constants, là, en 2025, ça représenterait peut-être 16 000 $, 17 000 $. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, l'aiguille a bougé. Okay? Donc, il y a des couples qui ont décidé d'avoir des enfants, mais en 1992, 1993, 1994, 1995, là, on n'a plus vu d'augmentation. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un effet d'entrée, c'est-à-dire que les gens ont vu cette belle politique-là, ils ont dit, hey, là, c'est le temps d'avoir un enfant. Mais est-ce que ça a augmenté à long terme? Est-ce que cette politique-là a eu un effet sur le nombre total d'enfants nés? Bien, on n'est pas capable vraiment de le montrer. On a vu un effet ponctuel. C'est ça, ce que vous dites, Mme Mathieu, c'est que ça marche pour un certain moment. Ça marche pour un certain moment. Mais cette politique-là n'était plus du tout connectée aux réalités des femmes. Donc, avoir un chèque, c'est très agréable. OK, personne... non, c'est toujours le fun, un chèque. Oui, hein? On s'en rappelle durant la pandémie, il y en a qui ont pris goût. Oui, oui, tout à fait. Par contre, quand le congé là, parental est terminé, ben, le chèque, souvent aussi, il s'est écoulé. Et ben, ça aide pas à avoir une place en service de garde, un chèque. Donc, les mesures aujourd'hui pour aider les familles, ce ne sont plus des chèques, ce sont des services, c'est de la flexibilité au niveau du marché du travail, ce sont des congés parentaux qui sont flexibles et généreux, des congés pour les pères qui aident à soulager les mères, des places en service de garde, éducatifs de qualité. On serait rendu au Québec à offrir ça comme un droit, là. La garderie, pas la garderie, mais la maternelle, c'est un droit. Quand nos enfants ont 5 ans, on ne se dit pas, je ne sais pas si je vais avoir une place en garderie. En maternelle. En maternelle. Oui. On le sait qu'ils vont y aller à la maternelle. Il n'y a pas d'enjeu. Mais pourquoi ce serait différent avec les services de garde? Hein? Il y a des pays où
C'est un droit. Les enfants ont droit à un service de garde de qualité. Donc, au Québec, on peut encore, on fait très bonne figure si on se compare à n'importe où ailleurs en Amérique du Nord, mais on fait pas si bonne figure que ça quand on se compare aux meilleurs. Donc, il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Puis il y a d'autres idées là, qu'on peut mettre sur la table. La gratuité pour les parents étudiants, donc les frais de scolarité, rendre ça gratuit pour les femmes qui ont des enfants ou qui sont sur le point d'en Je avoir. pense que oui, c'est toujours des belles mesures. Est-ce que ça réduit la pénalité à la maternité? Ce qu'on entend beaucoup dans les couples, c'est avoir un enfant, ça coûte cher, même si on sait pas exactement combien ça nous coûte. On sait qu'il y a un coût social à avoir un enfant. On sait que c'est plus difficile pour les femmes d'aller chercher les postes de direction. On sait qu'au deuxième, troisième enfant, euh, l'écart salarial entre les hommes et les femmes se creuse. Donc, est-ce qu'on pourrait aller jouer là-dessus? Est-ce qu'on pourrait même changer notre vision globalement? Euh, est-ce qu'il faut offrir plus aux hommes pour que les femmes puissent souffler un peu et réduire la discrimination, par exemple, envers les jeunes femmes? Donc, il y a un travail de réflexion à faire. Il y en a plusieurs qui le font. Il y a des pistes de solutions. Maintenant, il faut remettre les familles au cœur des priorités du gouvernement. Madame Mathieu, est-ce que, parce que vous êtes aussi professeur bon, de lettres, là, donc je veux vous emmener peut-être sur à un niveau peut-être plus philosophique, la question de la fécondité, un peuple qui ne se reproduit plus, qu'est-ce que ça dit de lui? Est-ce que c'est un peuple qui ne s'aime plus? Alors, je suis professeure en sciences politiques, sociologue de formation, juste pour ne pas confondre les auditeurs. Mais un peuple qui a peu d'enfants, écoutez, c'est difficile pour moi de se prononcer parce qu'il faut se rappeler qu'en dépit du fait que la fécondité est faible, vous l'avez évoqué à juste titre, au Québec, on fait plus d'enfants qu'ailleurs au Canada. Donc, quand on regarde la Colombie-Britannique, on est à un enfant, 1,0. C'est une fécondité qui est absolument dramatique. Au Québec, et c'est une des leçons de la pandémie nous a montré au Québec qu'on avait un réseau de services de garde qui était beaucoup plus résilient que n'importe où ailleurs au Canada. Et ça nous a montré qu'on avait un soutien envers les femmes et les familles qui était plus fort. Donc, la fécondité est faible, on vit probablement une crise. On n'en entend pas beaucoup parler, mais Non. c'est en effet assez préoccupant. Si on se compare aux autres provinces, la crise est moins grande ici qu'à bien d'autres endroits au Canada. Par contre, au Québec, il y a un caractère singulier. C'est toujours le caractère du français. Encore là, les données de Statistique Canada le démontrent. Le Canada s'anglicise. Il y a de moins en moins de français à l'extérieur du Québec. Et il y a aussi le Québec qui s'anglicise. Donc, il y a des préoccupations qui sont singulières au Québec au niveau de la langue, au niveau de la culture qu'on ne peut pas mettre de côté. Merci beaucoup, Madame Mathieu. Vous êtes professeure à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. C'est très courageux, en tout cas, je pense, en 2025, de parler de natalité, en espérant que ce courage-là se répande. Merci. Merci beaucoup.